Hélène Michon, ancienne élève de l'École normale supérieure, agrégée de lettres modernes, titulaire d'un doctorat de lettres modernes de l'Université de Paris 4 et qui est également habilitée à diriger des recherches. Donc vous êtes maître de conférence à l'Université de Tours et vos domaines de recherche sont Pascal et Port-Royal, le croisement entre littérature et philosophie, mais aussi Saint François de Sales, humanisme et spiritualité, ainsi que l'écriture mystique. Et vous avez publié L'Ordre du Cœur, philosophie, théologie et mystique dans les pensées de Pascal, ainsi que François de Sales aux presses de la Renaissance en 2017. Donc, le titre de la conférence est « De l'apologie à l'apologétique, un cas de théologie littéraire », point d'interrogation. Alors, je vous remercie beaucoup de votre présentation, mais le titre a changé. Ah, tu mets trop près, c'est trop près. Enfin, en revanche, votre présentation était très à jour, puisque effectivement mon université a perdu son nom de François Rabelais. Donc maintenant, nous ne sommes plus que l'université de Tours. Vous aviez raison. Mais non, aujourd'hui, je voulais travailler sur la notion de grâce. Je n'ai pas la réponse à la question clé de savoir comment est-ce qu'on concilie grâce et liberté. Si quelqu'un attendait une réponse, non, ni de révélation particulière, ni de réponse. Mais en revanche, je m'intéresse à la question de la grâce. Alors, je me suis intéressée évidemment à cause de Port-Royal, mais aussi parce que, alors c'est une hypothèse que je formule, pour la littérature qui m'intéresse, c'est-à-dire la littérature du XVIIe siècle, je pense que ça pourrait valoir pour d'autres siècles, mais bon, là, je me sens beaucoup moins légitime. Il me semble que les sciences humaines en général et la littérature en particulier se nourrissent de notions théologiques. Et notamment la notion de grâce que je vais prendre dans les deux acceptions, la grâce esthétique si on veut ou naturelle, on va considérer voilà, la grâce humaine si on veut, et puis d'un autre côté le concept théologique de grâce. Voilà, c'est une hypothèse de travail. Et donc c'est évidemment contestable, mais je vais essayer de voir d'abord si ça a un sens de les comparer, parce qu'à force de prendre des éléments qui sont si éloignés, finalement, ça n'est même pas pertinent. Donc je vais essayer de montrer s'il y a suffisamment de points communs pour que la comparaison soit fructueuse. Et puis après, il y a une autre question qui m'intéresse, là aussi c'est compliqué, c'est que je me demande s'il n'y a pas, d'une certaine manière, une double filiation. Dans certains cas, la grâce théologique ou la grâce surnaturelle, si on veut, influe, par ses caractéristiques propres, la notion de grâce esthétique. Mais je crois que l'inverse aussi est vrai. Bon, c'est une réponse un peu de jésuite, je crois qu'il n'y en a pas dans la salle, ce qui, pour quelqu'un qui vient de Port-Royal, finalement, a son mérite. Bon, mais comme c'est fastidieux d'avoir parlé à 15 h, c'est héroïque, en plus avec la température qu'il fait, donc bon, plus la lecture, parce que mon texte est écrit, donc je vais essayer de ne pas lire, mais je sens que je vais quand même lire un peu. Du coup, au moins, vous aurez les citations. Et pour ceux qui ne les ont pas, je peux sans problème envoyer le montage de citations que j'ai fait, et qui lui aussi est très contestable. C'est moi qui ai décidé de rapprocher ces textes et d'essayer de les faire dialoguer. Alors en fait, mon point de départ, c'est la floraison des textes concernant la civilité à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. On a pléthore de manuels du courtisan, et ce sont eux qui vont en quelque sorte diffuser la notion de grâce, au sens esthétique. Et finalement, en France, comme la France, il y a un côté abstrait, absolument inhérent à la mentalité nationale, la France va spéculer un petit peu sur la notion de grâce esthétique et ça va donner l'honnête homme. En gros, le courtisan italien deviendra l'honnête homme à la fin du XVIIe siècle français. Mais il n'empêche qu'ils ont en commun, même si la terminologie va peut-être se modifier, ils ont en commun une sorte d'ineffabilité de l'être qui est une sorte d'art de plaire. Et donc je m'intéresse à la définition de cet art de plaire, de cette grâce esthétique, en essayant donc de voir comment est-ce qu'elle s'est constituée. Alors le texte mère, ce n'est pas un texte français pour les traités de civilité, c'est Le courtisan de Castiglione. Bon alors, je ne suis pas italianiste, donc je ne vais pas me lancer à jouer l'accent que je n'ai pas. Donc je francise, Le courtisan de Castiglione, 1528, pratiquement intégralement traduit par Nicolas Faret en France, 1630. Donc si vous voulez
rapidement une petite mise au point de ce qu'était l'art de plaine au XVIIe. Vous lisez l'un ou l'autre. Évidemment, Nicolas Farren n'ayant pas précisé qu'il traduisait le courtisan, mais en fait, à l'époque, ce n'était pas une question d'honnêteté intellectuelle, une espèce de pot commun où tout le monde se sert. Et, comme avait dit Montaigne, peu importe de savoir si quelqu'un l'avait dit avant moi. Alors, en fait, la notion de civilité se nourrit de trois concepts. D'une part, la grâce, dans le domaine esthétique, l'honnêteté dans le domaine moral, et l'étiquette pour la sphère spécifiquement sociale. Cela dit, c'est ma première citation, je crois que vous l'avez exemplifiée, dans une introduction du courtisan de Castiglione d'Alain Pons, celui-ci précise que finalement, la grâce peut être considérée dans un sens plus large qu'uniquement esthétique et définir pratiquement la quintessence de l'éthique du courtisan. Donc, citation, dans l'éloquence courtisane, le discours du corps a autant d'importance que le discours parlé. Ce qui compte, c'est le manifeste, c'est-à-dire ce qui se voit. Or, ce que le courtisan doit avant tout manifester dans tout ce qu'il dit et fait, dans toute sa forme de vie, a un nom, la grâce. Je dirais que c'est invraisemblable qu'aujourd'hui on n'en parle plus, hein, ni, j'allais dire, dans le profane, ce qui est devant le temple, ni à l'intérieur du temple. Donc, la grâce désigne une agilité, en quelque sorte, dans le maintien du corps comme de l'esprit, comme dans l'art du discours. Parce que quand vous travaillez un peu sur les traités de rhétorique du XVIIe siècle, vous allez aussi retrouver cette notion de grâce. Et dans les deux cas, hein, que ce soit le corps, la gestuelle, hein, la danse, l'équitation, etc., ou que ce soit le maniement du discours, il y a toujours une impression, une caractéristique forte d'aisance. Cette notion, me semble-t-il, provient de la théologie. Bon, ça, j'ai mis ça en introduction pour que les gens s'endorment, juste avant que les gens s'endorment, puis après, s'ils s'endorment, je ne peux plus rien faire. Bon. Et donc, historiquement et étymologiquement, il y a une parenté et un fond commun. Alors, pour la théologie, je prends celui qui, à bien des égards, représente une sorte d'instance de la théologie catholique, donc qui est Thomas d'Aquin. Somme théologique, question 110, en fait, je me rends compte que très souvent, on n'a pas d'accès direct à Thomas. D'ailleurs, je comprends que c'est compliqué. Mais en même temps, je fais un petit coup de pub pour la somme théologique. Vous me pardonnerez un réflexe d'enseignante. Il y a un sous-titre toutes les 2 pages. Ce qui fait que vraiment, quand on cherche quelque chose de précis, aucun auteur contemporain ne fait ça. Thomas, c'est clac. Vous voulez savoir si un ange peut s'adresser à un autre ange sans qu'un troisième ange le sache, ce qui est une vraie question. Eh bien, vous avez, voilà, en 2 pages, Thomas d'abord vous dit tout ce qu'on a dit sur la question, et après, respondez-au, ce qui pour moi, un panache incroyable. Aujourd'hui, personne ne se mouille dans le domaine intellectuel. Thomas dit, je vais vous dire tout ce qu'on a dit avant moi, et puis, clac, je réponds. Alors, Thomas dit donc, ça c'était mon petit coup de pub, n'étant pas philosophe, je peux me le permettre. Donc, c'est ma deuxième citation. Nous lisons dans la glose, « La grâce et la beauté de l'âme, c'est elle qui lui attire l'amour divin. Or, la beauté de l'âme est une qualité, comme la beauté du corps. La grâce est donc une qualité. » Donc il y a une parenté entre beauté du corps et beauté de l'âme qui semble justifier la comparaison que nous allons donc mener. Alors, premier point, il y aura 3 points, hein, parce que c'est comme ça que j'ai été formée et que donc, étant complètement manipulée, je continue à fonctionner 30 ans après la fin des études. Enfin bon, donc 3 points. Premier point, des divergences notables. Donc, est-ce que c'est pertinent de comparer des choses si différentes ? Dans un premier temps, il semble que les 2 notions aient peu à voir l'une avec l'autre. Parce que dans le cas de la sphère esthétique, la grâce imite la nature, pour le XVIIe siècle, évidemment. Donc la grâce imite la nature, et la grâce doit devenir naturelle sous peine de ne pas exister. Alors il y a un petit reste, ça c'est comme j'ai beaucoup d'étudiantes en lettres, j'ai des exemples assez féminins, mais il y a un petit reste, c'est la question du maquillage, traité par Baudelaire. Le sommet de l'élégance du point de vue maquillage, c'est quand celui-ci ne se montre pas comme tel. Donc, il y a bien le reste, hein, il y a bien quelque chose qui reste. Donc, la grâce esthétique doit imiter la nature, et à ce point, se doit même de devenir naturelle sous peine de ne pas exister. C'est donc son invisibilité qui la constitue. Alors que la grâce théologique ou surnaturelle vise à transformer la nature, à la modifier,
qu'il s'agisse, je ne vais pas chipoter, d'une grâce qui guérit, hein, la gratia sanans, ou d'une grâce qui élève, peu importe. Et là, on a une modification, et on va voir dans certains cas, une modification de rupture. Donc dans un cas, le naturel s'oppose à l'artificiel, lequel ne doit pas apparaître, alors que dans l'autre cas, le naturel s'oppose au surnaturel, lequel peut se voir. En fait, là, c'est toute l'ambiguïté, évidemment, du mot naturel qui est à l'œuvre. Et donc, y a-t-il un sens, c'est ma question, à comparer un premier rapport nature-art avec un second rapport nature-grâce? Oui, il y a un sens, il me semble. Dans la première occurrence, la grâce renvoie à l'assimilation de l'artifice. Dans la seconde, la grâce renvoie à un principe d'opération supérieur à la nature. Mais dans les deux cas, et c'est ça à mon avis qui justifie le rapprochement, dans les deux cas, le naturel demande à être perfectionné. Dans un cas d'une manière qui ne se voit pas, et dans l'autre d'une manière qui se voit. Alors, quelles sont les caractéristiques de la grâce naturelle ou esthétique? Alors là, je me réfère au texte de Castiglione, et vous avez une citation, parce que c'est invraisemblable que ça n'ait pas été davantage analysé, parce que même si je suis ni italianiste ni seiziémiste, j'ai travaillé sur les traités de civilité, j'ai vu ce qu'avaient dit les commentateurs, c'est peu relevé. Mais Castiglione dit que la grâce est une faveur du ciel, elle se rapproche du charme. Évidemment, la source antique, c'est le nescio quid, hein, le fameux je ne sais quoi. Une fois que vous avez dit ça, et tout le monde se gargarise du nescio quid. Et donc, au XVIe siècle, ça va donner, donc, ça va être repris par un néologisme de Castiglione qui est le terme de sprezzatura, qui est donc une sorte qui a été mal traduit en français. Farret a dû composer un syntagme qui a parlé de négligence affectée. C'est une sorte de notion paradoxale dont je ne crois pas avoir trouvé d'équivalent en français. Alors, comme je suis dans une assemblée de doctes philosophes, moi, les philosophes que lisent les littéraires, c'est entre autres Jan Kelevich. Donc je suis allée regarder la définition entre indicible et ineffable. C'est magnifique. Franchement, pour une introduction de dissertation, donc que je ne me trompe pas, l'ineffable, c'est ce dont il n'y a rien à dire. Non, c'est l'indicible, c'est ce dont il n'y a rien à dire. Et l'ineffable, c'est ce dont il y a toujours quelque chose à dire. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bon. Mais pourtant, toute mon admiration pour Jan Kelevich qui avait bercé mes années de prépa. Donc, la sprezzatura de Castiglione, il l'a définie, vous avez la définition, sous les yeux, vous avez la citation, pardon. « Je trouve une règle générale qui me semble y devoir conduire mieux qu'aucune autre, c'est d'éviter dans toutes les actions, comme un dangereux écueil, l'affectation, mais usant au contraire d'un certain dédain qui cache l'artifice et qui fait paraître qu'on fait les choses presque sans y penser. » Donc deux principes pour définir la grâce naturelle, dissimulation de l'artifice et aisance naturelle.